Bonjour à toutes et à tous. Et puis d'abord, merci beaucoup Olivier Guillon pour cette invitation. Comme il vous l'a dit, je suis ergonome et je travaille à l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une étude qui a porté sur l'externalisation de la maintenance et sur les expositions professionnelles des personnels de maintenance. Donc, je commencerai par vous dire quelques mots sur l'INRS pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je vous donnerai ensuite quelques éléments sur le contexte de l'étude que nous avons menée et ses objectifs. Je vous présenterai ensuite quelques résultats relatifs aux expositions professionnelles des personnels de maintenance et via une étude de cas que nous avons menée en entreprise. Et je conclurai et terminerai par quelques pistes de prévention sur ce sujet-là. Alors tout d'abord, une présentation succincte de l'INRS. Donc, nous sommes l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Nous sommes une association de loi 1901, un organisme privé sans but lucratif, et notre action est inscrite dans les orientations de la branche accidents du travail maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie. Notre gouvernance est paritaire. Nous avons un CA qui est pour partie composé de représentants des employeurs et pour partie de représentants des salariés. Notre financement est assuré par le Fonds national de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, donc par les cotisations des entreprises lorsqu'il y a un accident ou une maladie professionnelle. Et notre objectif, c'est contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles à travers 4 missions. D'une part, identifier les risques professionnels et les dangers, analyser les conséquences de ces risques pour la santé et la sécurité de l'homme au travail, rechercher les moyens de combattre les risques et de les maîtriser, et enfin, développer et promouvoir ces moyens de prévention au sein des entreprises. Notre cible, c'est donc le monde de l'entreprise et plus spécifiquement les salariés qui relèvent du régime général de la sécurité sociale, ce qui représente 19,5 millions de salariés travaillant dans 2,2 millions d'établissements en France. En termes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, quelques chiffres. En 2019, c'était plus de 800 000 accidents du travail, accidents de trajet et maladies professionnelles qui sont survenus. Si on détaille, c'est 655 700 accidents du travail avec arrêt et 733 accidents du travail mortels. Près de 100 000 accidents de trajet et 283 décès. Et près de 47 000 maladies professionnelles et 175 décès. Les modes d'action de l'INRS sont variés. Il y en a 4 principaux. Les études et recherches, que vous voyez ici, par exemple, si on va faire des analyses en laboratoire pour connaître les risques et les prévenir, ou des études en entreprise. Le deuxième moyen, c'est l'assistance. On fait du question-réponse aux entreprises. On fait également du conseil auprès des CARSAT. Le troisième moyen, c'est la formation. Nous faisons les formations pour les stages. Nous faisons les stages aux contrôleurs et aux ingénieurs de sécurité, aux médecins du travail, par exemple. De l'information via des affiches de l'INRS, les brochures, vous connaissez peut-être Hygiène et sécurité du travail, Travail et sécurité, les documents pour les médecins du travail. Et puis, on a une petite partie de nos activités qui se situe au niveau international, puisque nous sommes amenés à coopérer avec nos organismes homologues et que nous participons également, dans un certain nombre de cas, à la normalisation. Voilà, je vais vous parler plus spécifiquement des départements études et recherches parce que j'en fais partie. Donc, il y en a 6 qui traitent de choses très différentes. Donc, épidémiologie en entreprise qui s'intéresse à obtenir des données quantitatives sur la santé au travail. Ingénierie des équipements de travail qui s'intéresse à tout ce qui est risque présenté par les équipements de travail comme le bruit, les vibrations, les rayonnements optiques. Métrologie des polluants qui s'intéresse aux expositions aux agents chimiques et biologiques.
Toxicologie et biométrologie, qui s'intéressent aux risques liés aux nanomatériaux ou encore aux perturbateurs endocriniens. Ingénierie des procédés, qui étudie les expositions aux agents toxiques tels que les gaz ou les liquides. Et enfin, le département Hommes au travail, qui s'intéresse à l'humain dans l'activité de travail et qui traite de thématiques très différentes comme les troubles musculo-squelettiques, le vieillissement au travail, le stress, les exosquelettes et la maintenance. Je vais donc vous parler maintenant de l'étude qui portait sur les expositions professionnelles et la contractualisation de la maintenance dans les entreprises. Alors, du point de vue du contexte de cette étude, ce qu'on peut dire, c'est que la maintenance est une fonction essentielle des entreprises puisqu'elle détermine la disponibilité des équipements. Elle est d'autant plus essentielle que ces équipements, ces technologies sont de plus en plus complexes et leur coût est de plus en plus élevé. C'est également une fonction transversale qu'on trouve dans toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité, mais qui reste encore vécue par certaines d'entre elles comme un centre de coût. La population de maintenance aujourd'hui en France reste encore difficile à estimer parce que la maintenance regroupe différents métiers qu'il est difficile d'identifier dans les enquêtes. On peut néanmoins estimer, selon l'enquête Summer 2010, que c'est à peu près 970 600 salariés de maintenance, c'est-à-dire 5% des salariés français. En termes de santé et sécurité, la sinistralité associée aux activités de maintenance est particulièrement importante. Les travaux de l'INRS, mais aussi les travaux de l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, ont montré que les accidents liés à la maintenance représentaient 15 à 20% des accidents du travail en Europe et 10 à 15% des accidents mortels. Alors que vous avez vu, en France, c'est 5% des salariés. On observe donc une suraccidentabilité des personnels de maintenance, notamment en comparaison de la production. Et j'avais pu mener une étude dans une entreprise qui concevait et maintenait des groupes frigorifiques. Et en faisant les analyses des accidents de cette entreprise, j'avais pu montrer que les personnels de maintenance étaient 3 fois plus fréquemment accidentés que leurs collègues de production et avaient des accidents dont la gravité était multipliée par 1,7, ce qui est énorme. Par ailleurs, il faut souligner que la maintenance est aussi importante parce qu'en cas de défaut de maintenance, d'une maintenance tardive ou inadaptée, on peut mettre en danger le personnel de production, mais cela peut aussi conduire à des accidents majeurs. Et je vous rappellerai à propos l'accident de Brétigny-sur-Orge, qui a été lié à un défaut sur les clisses et qui a donné lieu à 39 victimes, dont 7 morts. Ce qu'on peut dire également sur la fonction de maintenance, c'est une fonction qui a connu de fortes évolutions au niveau de l'organisation depuis déjà plusieurs dizaines d'années, avec un transfert des activités de maintenance d'une part vers les personnels de production et en particulier la maintenance de premier niveau, et d'autre part une contractualisation, donc une externalisation, une sous-traitance de ces activités de maintenance. Et la fonction maintenance est parmi les fonctions les plus externalisées avec le nettoyage des locaux. Elle connaît encore aujourd'hui de nombreuses évolutions organisationnelles liées à l'introduction de nouvelles technologies, des systèmes de maintenance prédictive, prévisionnelle plus exactement, ou encore les systèmes de visio-assistance pour la maintenance. Le constat qu'on a pu faire en regardant les travaux qui existaient sur ce sujet-là, c'est qu'on avait peu de données sur les expositions professionnelles de ces personnels de maintenance, que les formes de contractualisation, d'externalisation de la maintenance étaient extrêmement diverses en fonction du site sur lequel elles vont avoir lieu, sur le site de l'entreprise utilisatrice ou sur le site de l'entreprise de maintenance, en fonction du type d'entreprise intervenante. Ça peut être une entreprise spécialisée dans la maintenance, mais ça peut être aussi un vendeur qui va assurer de la maintenance ou un concepteur, un constructeur. En fonction de la nature des relations contractuelles, ça peut être un contrat dédié à la maintenance, ça peut être du SAV, ça peut être des clauses de maintenance associées à la location d'équipements. En fonction de la nature des tâches, évidemment, qui vont être externalisées.
Et ces formes de contractualisation diverses ont jusqu'à maintenant été peu appréhendées. Par ailleurs, on assiste dans les entreprises à une organisation de la maintenance en réseau, c'est-à-dire que ce sont de multiples entreprises intervenantes qui peuvent intervenir sur le site d'une même entreprise utilisatrice ou exploitante. Et cette multiplicité d'acteurs différents appartenant à des entreprises différentes peut présenter des risques liés à la coactivité des différents personnels, le fait que différents personnels se retrouvent en un même lieu, à leur succession ou encore aux interférences entre les différentes activités de ces personnels et de ces entreprises. Et puis, on avait peu de pratiques, peu d'études des pratiques d'externalisation de la maintenance et de comment se déroulaient réellement les activités de maintenance quand elles étaient externalisées. Les objectifs de cette étude étaient donc de mieux cerner les expositions professionnelles de ces personnels de maintenance et ce qui fait leur singularité. Pour ce faire, nous avons exploité l'enquête Summer de la DARES, dont je vous reparlerai brièvement tout à l'heure. Nous avons identifié les différentes formes de contractualisation de la maintenance grâce à un travail qui a été fait avec un des juristes de l'INRS. Et nous avons examiné les principaux contrats de maintenance de droit privé et la réglementation associée. Et l'objectif était également de développer la compréhension des pratiques d'externalisation de la maintenance et les activités associées par des analyses en entreprise. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des expositions professionnelles des personnels de maintenance et de l'étude de cas que nous avons menée en entreprise en vous donnant un exemple. Alors d'abord sur les expositions professionnelles des personnels de maintenance. Nous avons donc exploité l'enquête Summer, surveillance médicale des risques professionnels. C'est une enquête qui est conçue par le ministère du Travail et qui est pilotée par la DARES, la Direction de l'animation de la recherche et des études et des statistiques, et la Direction générale du travail. Cette enquête vise à évaluer les expositions aux risques professionnels des salariés. Elle est représentative de 22 millions de salariés, soit 12% d'entre eux. Et elle est basée sur les entretiens qui sont menés par les médecins du travail lors des visites périodiques des salariés. Et là, ça concernait presque 48 000 entretiens. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons comparé, à partir de l'exploitation de cette base de données, les expositions des personnels de maintenance que vous avez ici et qui concernent 1997 personnels, aux expositions des personnels de production qui sont autant pour que la comparaison soit effective. Et puis vous avez ici les résultats pour l'ensemble de la population des salariés. Donc vous voyez que les personnels de production sont davantage exposés aux nuisances thermiques. Par contre, les personnels de maintenance sont bien plus fréquemment exposés aux contraintes visuelles, au travail avec machines et outils vibrants, aux situations de conduite et aux radiations et rayonnements. Et vous voyez peu de différence en ce qui concerne les manutations manuelles de charge, mais si on regarde le détail des contraintes posturales et articulaires, excusez-moi, mais si on regarde le détail de ces contraintes, on voit que les personnels de maintenance sont plus fréquemment exposés à 6 de ces 8 contraintes, qui sont les déplacements à pied, les positions à genoux, les positions fixes de la tête, le maintien des bras en l'air, les autres contraintes, comme le fait d'être accroupi, par exemple, ou le travail avec des positions forcées d'articulation. Toujours sur cette comparaison des expositions des professionnels de maintenance et des professionnels de production, on a regardé leurs expositions aux contraintes organisationnelles et relationnelles. Donc, vous voyez que les personnels de maintenance, en cas d'incident, règlent plus fréquemment la situation seuls par rapport à la production. Par contre, ils estiment plus fréquemment les conséquences d'une erreur grave pour la qualité du produit ou du service, des conséquences importantes pour le coût financier, des conséquences graves pour la sécurité de leur propre sécurité ou celle d'autrui, ou des risques par rapport à des sections
des sanctions à leur égard. Et puis vous voyez également qu'ils jugent plus fréquemment leurs moyens de travail insuffisants, qu'il s'agisse des informations qui leur sont transmises, du nombre de leurs collègues ou de leur formation, tandis qu'ils ont davantage de possibilités de coopérer par rapport au personnel de production. Pour ce qui est de l'environnement psychosocial, donc qui permet d'avoir des indices sur le fait d'avoir des risques, de développer des risques psychosociaux, on a utilisé le questionnaire de Karasek. Et ce qu'il montre, c'est que les exigences psychologiques du travail pour les personnels de maintenance sont bien plus importantes que celles des personnels de production. Alors, ces exigences, c'est par exemple la rapidité. C'est le fait d'avoir son activité qui est morcelée ou qui n'est pas prévisible. Par contre, ils ont une plus grande autonomie dans leur travail par rapport à la production. Ça veut dire qu'ils ont plus de capacité, plus de possibilités de prendre des décisions et d'être créatifs. Et puis, ce qu'on observe aussi, c'est qu'ils ont un soutien social de leurs collègues qui est bien plus important que les personnels de production, ce qui signifie, quand on associe ces trois types de dimensions, qu'ils ont moins de risques d'être exposés au stress ou aux risques psychosociaux. Pour ce qui est des agents biologiques et chimiques, donc vous voyez que les personnels de production sont davantage exposés aux agents biologiques que leurs collègues de maintenance. Et on observe l'inverse pour les agents chimiques. Ce sont les personnels de maintenance qui sont bien plus fréquemment exposés aux agents chimiques que leurs collègues de production. On a mené ensuite des analyses discriminantes, c'est-à-dire qu'on a cherché à identifier quelles étaient les expositions professionnelles les plus caractéristiques des personnels de maintenance d'une part et des personnels de production d'autre part, et les expositions qui distinguent le plus ces deux catégories de personnel. Donc vous voyez que ce qui est l'exposition professionnelle la plus importante pour la maintenance, c'est le fait de devoir faire des astreintes. On trouve ensuite les positions à genoux, le fait qu'on travaille chez un client, la conduite de véhicules sur la voie publique et le fait qu'ils estiment qu'une erreur dans leur travail peut avoir des conséquences et représenter un danger pour leur sécurité ou celle d'autrui. Au contraire, les personnels de production sont plutôt exposés à la répétition de gestes, à des rythmes liés à la cadence de machine, à des délais impossibles à faire varier, à la polyvalence, c'est-à-dire le fait de tourner sur différents postes, et au fait qu'ils estiment avoir une formation adaptée. Ensuite, on a essayé de comparer les expositions professionnelles des personnels de maintenance selon qu'ils sont contractants, c'est-à-dire selon qu'ils interviennent pour une autre entreprise ou non. Et globalement, on observe peu de différences significatives entre les deux catégories, personnel de maintenance contractant et personnel de maintenance interne. Donc vous voyez néanmoins que les personnels de maintenance contractants réalisent davantage de manutention manuelle de charge, sont davantage exposés au travail au chaud ainsi qu'au travail au milieu humide, sont plus fréquemment amenés à conduire des machines mobiles, n'ont pas de possibilité de faire varier les délais, ont des rythmes imposés par une demande extérieure qui nécessite une réponse immédiate et des contrôles quotidiens de la hiérarchie. Par contre, les personnels de maintenance non contractants, donc internes, sont davantage exposés au maintien des bras en l'air, au travail sur écran et à l'utilisation d'outils transmettant des vibrations aux membres supérieurs. Alors nous pensons que ces résultats, parce qu'on observe assez peu de différence entre les deux catégories, sont liés au fait que dans cette enquête, la question de savoir si le salarié est contractant ou non était posée au médecin du travail. Or, le médecin du travail n'a pas toujours une bonne visibilité de savoir si le personnel de maintenance est contractant ou non. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'on a une disproportion des effectifs entre les deux catégories qui fait qu'au niveau statistique, on a moins de chances de trouver une différence entre ces deux catégories de personnel.
Et puis par ailleurs, on trouve ici beaucoup de personnel de maintenance des véhicules, dont les activités sont souvent réalisées sur le site de leur établissement, bien sûr, puisqu'il leur faut des moyens spécifiques et que les véhicules, par définition, ça se déplace. Et donc, même si leurs activités sont menées dans le cadre d'une relation contractuelle, eh bien, cette relation n'est pas forcément visible pour les médecins du travail. Donc, je pense que dans un certain nombre de cas, il y a une confusion entre le site des interventions et leur relation contractuelle. Pour ce qui est de l'étude en entreprise, nous avons eu l'opportunité d'intervenir dans une entreprise exploitante qui était une verrerie et qui avait une organisation de la maintenance qui était pour partie interne. Donc, ils avaient un service de maintenance avec 3 secteurs de maintenance et ils externalisaient également pour partie la maintenance de leurs équipements de production. L'intérêt de cette situation, c'est que c'est un processus continu, ça veut dire que ça va contraindre temporellement très fortement les interventions de maintenance, que c'est une entreprise manufacturière de taille intermédiaire et pas une très très grande entreprise, sachant que la plupart des travaux sur l'externalisation ont porté dans des très grandes entreprises. Et puis, une verrerie, c'est également de nombreux risques du fait de la chaleur, du bruit, des produits chimiques tels que la silice, par exemple. Donc là, ce que nous avons cherché à faire, c'est d'identifier les stratégies d'externalisation et le réseau d'entreprises contractantes qui intervenaient sur le site de cette verrerie. Pour ce faire, nous avons mené des entretiens semi-directifs avec de nombreux personnels de cette verrerie, comme le responsable de maintenance, les responsables de secteur maintenance ou encore le responsable des achats. Et puis, dans un deuxième temps, nous avons tenté d'analyser des événements critiques que certains auteurs appellent des événements de désorganisation lors d'interventions qui étaient externalisées. Et pour ce faire, nous avons suivi un certain nombre d'interventions de maintenance qui étaient donc contractualisées sous des formes de contractualisation différentes. Donc vous avez ici le détail de ces interventions. À chaque fois, c'était des entreprises différentes. Donc nous avons suivi 4 entreprises extérieures différentes. L'intérêt, c'était que la relation contractuelle avec chacune d'entre elles était également différente. Donc, dans le premier cas, c'est un contrat de maintenance ponctuel, un one-shot, on va dire. Dans le deuxième cas, c'est un contrat de location avec des clauses de maintenance. Dans le troisième, un contrat de vente avec clause de garantie contractuelle. Et dans le quatrième cas, c'était un contrat de nettoyage. Mais ces personnels de nettoyage devaient, selon le contrat, également effectuer du nettoyage des équipements, de certains équipements de production. Et on est donc là dans de la maintenance de premier niveau. Et puis, vous voyez, ces interventions se différencient en fonction du type de maintenance, selon que c'était du correctif, du préventif, du correctif et de l'amélioratif, et en fonction du nombre de personnels impliqués, de 1 à 11 personnes, en comptant les personnels internes de maintenance, les personnels contractants, donc l'entreprise extérieure, et les personnels sous-traitants, c'est-à-dire les personnels auxquels l'entreprise extérieure fait à nouveau appel, ce qu'on appelle au sens commun la sous-traitance en cascade. Donc, du point de vue de la stratégie d'externalisation, ce qui était intéressant dans cette entreprise, c'est que justement, elle avait une politique qui visait à limiter le plus possible l'externalisation des interventions de maintenance. Et les motifs qui étaient donnés par le responsable de maintenance étaient le fait qu'il voulait que ces techniciens gardent leur expertise en interne. Il voulait également éviter de se sentir dépendant d'une autre entreprise pour réaliser la maintenance de ces équipements. Et également, l'autre raison, c'était les coûts financiers. Et puis, du coup, quand il faisait appel à une entreprise extérieure, la plupart du temps, l'externalisation le contrat était un contrat ponctuel pour une intervention bien définie. Sur la base de ces entretiens avec les différents interlocuteurs, on a malgré tout pu identifier 33 entreprises contractantes, donc 33 entreprises extérieures de maintenance qui intervenaient sur les équipements de cette verrerie, alors même que je viens de vous dire qu'ils voulaient limiter les interventions extérieures.
sans compter les éventuelles entreprises sous-traitantes auxquelles ces entreprises contractantes peuvent faire appel. Donc vous voyez que c'est un réseau d'entreprises qui est relativement complexe et qui, de surcroît, est évolutif. C'est-à-dire qu'ils vont faire appel aux entreprises en fonction de leurs besoins ponctuels, mais aussi en fonction de leur retour d'expérience sur l'intervention précédente de la même entreprise. Donc ils peuvent changer d'entreprise en fonction de leurs besoins et de l'expérience qu'ils ont eue avec cette entreprise-là. Et puis, ce qu'ont également montré les entretiens, c'est que ce réseau d'entreprises est distribué et non pas partagé. C'est-à-dire que quand on s'entretenait avec les responsables de secteur de maintenance, on s'apercevait qu'ils ne connaissaient que les intervenants qui intervenaient dans son secteur, mais ils n'avaient aucune visibilité sur les entreprises extérieures qui intervenaient dans un autre secteur que le sien. Et ça pose question, parce que du coup, on se dit comment peut être gérée la coactivité, comment peuvent être gérées les interférences entre les techniciens de ces différentes entreprises. Alors, je vais vous montrer un exemple d'un phénomène que je vous disais qu'on appelle désorganisation, qu'on a pu observer dans cette entreprise. Cet exemple concernait l'installation d'un équipement neuf, en fait c'était un robot déchargeur d'arche, de remplacement suite à une panne de ce robot. Donc cette entreprise fait appel à une entreprise extérieure pour installer un nouveau robot de déplacement. Et cette entreprise extérieure, que j'appellerais entreprise contractante, fait elle-même appel à une entreprise sous-traitante. Donc on a 3 entreprises différentes. Le jour J, le camion arrive avec les équipements à installer en remplacement du robot qui a cassé. Et en fait, les effectifs du secteur de maintenance interne se retrouvent insuffisants pour décharger le camion alors qu'il était convenu que c'était eux qui devaient le décharger. En fait, le chef de secteur de maintenance se retrouve tout seul. Alors pourquoi il se retrouve seul? Parce qu'en fait, on apprendra que cette intervention a été finalement avancée au regard du planning initial de cette intervention pour des raisons de production. Du coup, cette intervention se trouve être concomitante avec l'inventaire du magasin général et une partie des techniciens du secteur de maintenance interne a été affectée à cet inventaire. Et l'autre partie a été affectée à des tâches préparatoires à cette intervention qui sont le pré-câblage du robot. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le responsable de ce secteur de maintenance se retrouve seul et il va demander aux sous-traitants de prendre en charge le déchargement de l'ensemble des équipements, dont le robot à mettre en place. Ce qui va occasionner des retards, puisque c'est une tâche non prévue par ces techniciens sous-traitants. Il se trouve que le matériel de déchargement n'est plus disponible ou n'a pas été prévu. Il est emprunté au pied levé à un cariste qui passe. Ce chariot élévateur est en mauvais état. Il n'est pas adapté aux charges à décharger. Et ce matériel est inhabituel pour le sous-traitant, ce qui va conduire à un incident avec une chute de palette de matériel. Entre nous, ça aurait pu être beaucoup plus grave si le chariot élévateur s'était retourné du fait des charges, par exemple. Il aurait pu occasionner un accident du sous-traitant ou du personnel à proximité. Par ailleurs, l'entreprise utilisatrice, l'entreprise exploitante, devait tracer au sol l'endroit de l'implantation du robot. Et cette implantation, ce traçage n'a pas été effectué par cette entreprise. Et comme le sous-traitant est pris par le déchargement, l'entreprise contractante se dit on va effectuer le traçage. Sauf qu'ils n'ont pas le matériel pour le faire. Le matériel, ils ne l'ont pas puisque ce n'est pas eux qui devaient faire cette tâche. Ce qui va conduire à des catacrèses. Alors, ce qu'on appelle une catacrèse, c'est l'utilisation d'un outil pour une fonction qui n'est pas la sienne. Par exemple, utiliser une clé au lieu d'un marteau pour enfoncer un clou. Donc, ils vont prendre le matériel qu'ils trouvent à proximité pour essayer de tracer l'implantation du robot. Et évidemment, ce traçage sera moins précis.
Une fois qu'ils ont tracé, eh ben, c'était au sous-traitant de s'assurer du positionnement du robot de déchargement par rapport à la ligne. Sauf que le sous-traitant est toujours pris par le déchargement du camion. Donc l'entreprise contractante se dit, ben, tant pis, on va positionner le robot. Mais là encore, ils n'ont pas le matériel nécessaire. Ils vont faire avec les moyens du bord. Donc ils vont trouver une planche à terre et ils vont essayer de faire l'alignement par rapport à la ligne de production comme ça. Le positionnement sera moins précis et des retards s'accumulent. Au total, la présence sur site des techniciens de cette entreprise contractante et de l'entreprise sous-traitante a été de 12 heures, sans compter les déplacements. Alors, quelques facteurs qui ont contribué à cette situation. Bien sûr, la modification du planning de l'intervention. Mais je dirais, en maintenance, c'est très fréquent qu'il y ait des modifications, c'est très fréquent qu'il y ait des imprévus. Cette modification de planning, elle a conduit à une modification de la répartition des tâches entre les différentes entreprises. Mais surtout, c'est ça qui me paraît important et sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, ce qui a manqué, c'est que les personnels n'ont pas discuté entre eux. Il n'y a pas eu d'échange entre les techniciens, enfin le chef de secteur de l'entreprise utilisatrice, les techniciens de l'entreprise contractante et les techniciens de l'entreprise sous-traitante. Parce qu'en discutant et en réévaluant la situation, ils auraient pu trouver des solutions, ils auraient pu peut-être se dépanner, par exemple pour le matériel, pour aligner le robot par rapport à la ligne. Donc la prise en charge et les conditions du déchargement par le sous-traitant n'ont pas été discutées. Il n'y a pas eu et l'absence de marquage au sol du positionnement du robot n'a pas été évoquée non plus. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont susceptibles d'y contribuer. D'abord, pour l'entreprise contractante, pourquoi elle n'a pas évoqué? Eh bien, en fait, c'est son premier contrat avec cette entreprise exploitante. Donc, les enjeux financiers et commerciaux sont importants. Par ailleurs, les différents personnels ne se connaissent pas, ce qui ne facilite pas les échanges. En plus, les techniciens sont seuls. Ils ne sont pas encadrés par un responsable. Donc, évoquer un imprévu ou une modification, ça suppose pour ces techniciens d'assurer leur fonction première, qui est celle de technicien de maintenance, mais aussi d'assumer la fonction de représentant du contrat, qui n'est pas leur fonction et pour laquelle ils ne sont pas formés. Et puis, il faut savoir aussi que forcément, les enjeux financiers et commerciaux de cette entreprise contractante avec les sous-traitants sont bien moindres qu'avec l'entreprise exploitante. Donc, ils laissent le sous-traitant faire le déchargement. Pour l'entreprise sous-traitante, c'est aussi compliqué. C'est également leur première intervention sur ce site. Il n'y a pas non plus de responsable. Leurs activités sont encadrées par le contrat avec l'entreprise contractante, mais ils n'ont aucune relation contractuelle avec l'entreprise exploitante. En sous-traitance, c'est une succession de contrats 2 à 2. Les sous-contrats n'existent pas. Donc, ils n'ont pas de possibilité de voir le contrat et de savoir ce qui a été négocié entre l'entreprise exploitante et l'entreprise contractante. Et puis, si jamais ils savaient néanmoins que ce déchargement n'était pas prévu, eh ben, c'est difficile à évoquer à la fois devant les techniciens de l'entreprise contractante du fait de la relation contractuelle et devant le chef de secteur de l'entreprise exploitante, puisqu'il a quand même un rôle de coordination et de supervision de l'intervention. Et puis enfin, cette problématique n'est pas non plus évoquée par l'entreprise exploitante, puisqu'en fait, ça suppose d'évoquer l'impossibilité dans laquelle cette entreprise a été d'assumer les tâches sur lesquelles elle était engagée. Et puis, le responsable de secteur se retrouve seul et il doit à la fois accueillir les entreprises, finaliser le plan de prévention, superviser l'ensemble des activités et s'occuper du déchargement du camion. Alors, on a pu ici, analyser 4 situations de désorganisation. Celle dont je viens de vous parler, qui a conduit donc à une modification en cascade de la répartition des tâches entre différentes entreprises et qui, comme je viens de vous le dire, a conduit à un incident
le basculement des charges du chariot élévateur, à des catacrèses, à des retards, à l'allongement de la durée de travail. Dans la deuxième, il y avait faiblesse dans la coordination des tâches entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise contractante, mais il y a une gestion collective, c'est-à-dire qu'il y a une discussion qui s'est engagée entre les différents personnels. Ils ont fini par mettre en œuvre un mode opératoire alternatif à celui qui était proposé par l'entreprise exploitante, avec l'implémentation de mesures compensatoires et notamment de mesures de sécurité. Donc là, la situation a été bien gérée. Dans le troisième cas, il y avait des ambiguïtés dans la répartition des tâches entre les différentes entreprises, notamment pour ce qui concerne les tâches préparatoires et consécutives à l'intervention. En fait, chaque entreprise pensait que c'est l'autre qui allait le faire. Du coup, ça a conduit à ce que l'entreprise contractante réalise ses activités non prévues. Ça a augmenté le temps d'intervention et la durée des expositions professionnelles. Et puis, ça a conduit également à un accroissement de la pression temporelle, sachant que cette entreprise devait être sur ce site pour une demi-journée et repartie dans l'après-midi sur un autre chantier. Et enfin, dans le quatrième cas, c'est un cas où il y a eu un défaut d'information sur l'environnement de l'intervention. En fait, c'est un équipement qui devait être scellé au sol. Et l'entreprise contractante n'a pas eu d'informations sur l'épaisseur de la dalle. Et donc, quand ils ont scellé l'équipement au sol, ils ont transpercé la dalle, sauf qu'il y avait des bureaux en dessous. Donc, pour conclure sur les expositions professionnelles des personnels de maintenance et de production, bon, vous avez vu, la maintenance est significativement plus fréquemment exposée à la plupart des contraintes physiques et d'ambiance. Ces personnels ont également davantage de responsabilités, généralement davantage d'autonomie et de soutien social, mais des moyens de travail qui sont bien plus insuffisants. Pour ce qui est de la comparaison des expositions des personnels de maintenance internes et contractants, globalement, on a observé peu de différences significatives. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que c'est lié au fait que les médecins du travail n'ont pas forcément de visibilité sur le fait que le personnel de maintenance, le salarié qu'ils ont en face de lui, est contractant ou non. On retiendra néanmoins que les personnels contractants ont davantage de contraintes temporelles et effectuent davantage de manutention manuelle de charge. Pour ce qui est des analyses de l'étude de cas, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait les différents personnels dans l'entreprise exploitante ont une représentation distribuée et non pas partagée des différentes entreprises extérieures qui sont susceptibles d'intervenir sur son site. Donc ça pose la question de la coordination de ces différentes interventions de maintenance et de leur réalisation en sécurité. On sait que ces problèmes de coordination, ça peut être une source potentielle de risque liée à la coactivité des différents personnels, à leur succession. Par exemple, une intervention va modifier un équipement, une autre entreprise extérieure arrive, n'est pas informée de cette modification, ça peut avoir des conséquences sur la sécurité. Aux interférences entre les activités de ces différentes parties prenantes, de ces différents techniciens des différentes entreprises. Ce que les études de cas ont également montré, c'est des évolutions, des modifications de la situation par rapport à ce qui était prévu, qui peuvent être source de désorganisation. Ces situations, généralement, elles font l'objet de régulation des opérateurs. C'est-à-dire, ils essayent de gérer pour que ça fonctionne, pour que ça tourne. Donc là, le cas que je vous ai montré, ils ont modifié la répartition des tâches pour avancer l'intervention. Ces régulations, elles sont fonctionnelles parce qu'elles permettent que la réalisation de l'intervention se fasse, elles permettent de pallier des difficultés, elles permettent de rendre service et donc de renforcer les relations commerciales. Il n'empêche que si elles ne sont pas accompagnées, si on ne prend pas quelque temps pour mesurer l'impact de ces modifications, notamment en termes de santé et sécurité, elles peuvent se révéler dangereuses. Voilà, je terminerai par quelques pistes de prévention. D'abord, on peut tout à fait intégrer la prévention dans les relations contractuelles, dès l'appel d'offres ou lors de la réponse à l'appel d'offres. On peut faire une analyse des risques en amont, ce qui permet en plus de préparer le plan de prévention. Analyse des risques et bien sûr
réflexion sur les mesures de prévention à mettre en place. En plus, insérer la prévention dans les relations contractuelles, ça peut être une façon pour les deux entreprises qui vont nouer le contrat de s'engager mutuellement vis-à-vis de la prévention. Ce qu'on conseille également, c'est de mettre en place un référent maintenance, c'est-à-dire une personne qui est référente pour les personnels des entreprises extérieures et qui va coordonner ces différents personnels des différentes entreprises, mais aussi coordonner les techniciens de maintenance extérieure avec l'activité des techniciens de maintenance interne. Lorsqu'on fait l'analyse des risques, il est important de penser aux risques d'interférence entre l'entreprise extérieure et l'entreprise contractante et sous-traitante, mais aussi entre les différents personnels contractants et sous-traitants. Et ce n'est pas toujours le cas. Il faut également penser aux risques liés à la succession des activités des uns et des autres et favoriser autant que faire se peut, parce que j'ai pu observer que ce n'était pas toujours le cas, une visite préalable du chargé d'affaires sur place qui pourra par exemple identifier qu'un environnement particulièrement contraignant ou des ambiances particulièrement contraignantes, ou encore le fait que l'équipement a fait l'objet d'une modification. Préciser la répartition des tâches entre les différentes entreprises, ça c'est vraiment important, et je pense en particulier aux tâches préparatoires et consécutives à l'intervention, et en informer les intervenants parce que souvent ces tâches-là sont oubliées. Instaurer un carnet de liaison maintenance associé aux équipements, qui peut être sous une forme papier, électronique, peu importe, mais l'intérêt c'est de tracer l'ensemble des interventions qui sont faites par les différentes entreprises, quelles qu'elles soient, sur cet équipement, de façon à ce que les personnels aient un historique et connaissent les modifications qui ont eu lieu sur cet équipement, qui éventuellement peuvent les mettre en danger lors de leur future intervention. Évidemment, accueillir les entreprises, y compris les sous-traitants. J'ai vu que quelquefois, on accueillait l'entreprise contractante principale, mais pas les sous-traitants. Et même dans le cas d'un contrat de location avec maintenance, là c'est pareil, l'accueil ne se fait pas toujours parce que c'est un contrat de location et du coup l'entreprise exploitante est moins investie dans cet équipement et dans l'accueil des intervenants parce qu'elle n'est plus propriétaire de cet équipement-là. Lors d'imprévus ou de modification de la situation, favoriser des échanges ad hoc entre les différentes parties prenantes qui permettent de réévaluer ensemble l'analyse des risques et de réactualiser les mesures de prévention qui sont nécessaires à l'intervention. Et puis favoriser les situations qui permettent un encadrement des intervenants, éviter qu'ils se retrouvent seuls face aux imprévus. Et puis, à l'issue de l'intervention, s'assurer de la clôture effective de l'intervention, ce n'est pas toujours le cas. Réceptionner les travaux, éventuellement insérer une clause de fin de travaux dans le contrat avec l'entreprise extérieure, alimenter le carnet de liaison de maintenance, notamment quand il y a des modifications des équipements, alimenter les documents afférents, comme les plans par exemple, organiser un retour d'expérience et sur la base de ce retour d'expérience, réactualiser l'analyse des risques si c'est nécessaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous ai mis ici quelques liens et je vous ai apporté quelques documents que vous pourrez consulter si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup pour votre présentation et surtout donc très riche également en enseignement et sur cette étude qui a été menée. L'étude, il y a un rapport qui est... Alors, oui, alors vous en trouverez une partie dans ce document. C'est un dossier qui est paru dans Hygiène et Sécurité du Travail sur l'organisation de la maintenance. Donc, vous trouverez certains de résultats, mais aussi des résultats de collègues qui ont travaillé sur le sujet interne à l'INRS ou extérieur à l'INRS. Voilà, vous avez plein de choses, vous avez des choses sur notre site, bien sûr, vous avez énormément de choses sur notre site. Très riche, oui. Nous avons des fiches pratiques qui concernent la maintenance. Il y a des dossiers
web sur le site de l'INRS, à la fois sur les entreprises extérieures avec les aspects réglementaires liés au plan de prévention, aussi sur l'organisation de la maintenance. Et puis, nous avons 2 DVD qui, je trouve, sont très, très bien faits, que vous pouvez vous procurer également en allant sur notre site ou que vous pouvez louer auprès de votre caisse régionale d'assurance maladie, qui s'appelle Séquence prévention des situations de maintenance, et un autre qui parle aussi de maintenance sur les intervenants extérieurs. Voilà, j'ai fait ma pub. Mais oui, mais une promo très très utile, évidemment, s'il en est. Donc, juste une petite question, quand Oui. vous voyez vous rencontrez les entreprises sur le terrain, notamment les intervenants de maintenance, qu'ils soient internes ou externes, il y a évidemment toujours un peu ce côté, on arrive de l'extérieur, Alors, on vient toujours pointer du doigt ce qui ne va pas. Non, alors, comment les personnes le prennent en fait? Alors, en fait, c'est un travail. On explique. À imposer en tout cas vos idées. Ça peut être, il y a plusieurs cas. Ça peut être une demande d'une entreprise qui veut progresser en termes de prévention. Ça peut être nous qui sollicitons les entreprises sur un sujet en leur disant, voilà, c'est tout bénéfice pour vous parce que notre prestation est gratuite et que vous aurez des mesures de prévention adaptées à votre situation et à votre problématique, donc sur mesure. Voilà, c'est les 2 grands modes qu'on utilise. Je parlais vraiment sur le terrain. Alors, sur le terrain, il y a tout un travail. Il y a tout un travail avant pour expliquer notre projet d'étude, pourquoi on fait cette étude. On leur explique, voilà, si on les filme, par exemple, là, on les a filmés. On leur explique pourquoi on filme. On filme, c'est pas pour vous filmer. Les films sont à usage interne de l'INRS. Vous signez un droit à l'image, c'est anonyme. Les résultats, vous avez vu, j'ai montré aucune image. Jamais les images ne sortent, sauf accord des personnels, bien sûr. Et on l'explique pourquoi on filme. On filme parce que nous, ça nous permet ensuite de repasser le film tranquillement et de voir des choses qu'on ne pourrait pas voir en direct parce qu'il se passe beaucoup de choses. Donc ça permet ensuite de revenir sur ce qui s'est passé, d'aller chercher des éléments d'explication, quelquefois 2 heures avant, quelquefois 2 heures après. Donc c'est pour ça qu'on utilise ça. Et en général, mon expérience, pourtant ça fait maintenant quelques temps que je travaille à l'INRS, c'est que quand on explique bien aux gens, il n'y a pas de souci. Oui. Et la plupart des gens, et notamment les techniciens de maintenance, adorent parler de leur travail. Très bien. Est-ce que vous avez des questions, messieurs? Oui, bonjour. Bon, c'est pas directement en lien, mais pour autant, je me posais la question, est-ce qu'il existe à un moment donné des analyses, pourquoi pas de l'INRS, en matière d'une part du format de certaines clauses et du montant aussi de ce qui est vendu, en lien avec derrière, à un moment donné, aussi les non, risques, pas etc. en format. En fait, il faut savoir que les contrats de maintenance, on a étudié ça avec mon collègue juriste, ce sont des contrats qu'on appelle consensuels. C'est-à-dire qu'il suffit que les 2 entreprises soient d'accord pour qu'il y ait contrat. Donc un contrat de maintenance, ça peut aussi être un contrat oral. Alors je vous le déconseille, hein, bien sûr, parce que si jamais il y a un souci, vous n'avez plus de traces. Donc en fait, le principe, c'est la liberté contractuelle, parce que là, ce n'est pas géré par le Code du travail, mais c'est géré par le Code civil. Donc vous pouvez mettre dans le contrat tout ce que vous souhaitez. C'est pour ça qu'on invite les entreprises à insérer la sécurité au plus tôt dans les relations contractuelles, parce que c'est possible. Le contrat, c'est la liberté contractuelle. Finalement, ce que je me demande, c'est quelles pourraient être les corrélations justement entre ces actions et derrière les résultats in fine, notamment sur la sécurité. Entre les mesures de prévention, c'est ça, et les résultats in fine, oui, ou d'insérer des clauses dans le contrat. C'est ça. Quels sont effectivement l'intérêt d'insérer des clauses dans le contrat, je dirais, c'est pas forcément d'aller voir derrière. C'est surtout que chacune des entreprises s'engage vis-à-vis de l'autre du point de vue de la sécurité. Et c'est plus pour moi le fait de s'engager moralement qui va être important, parce que si je m'engage moralement, je vais mettre les moyens pour faire de la prévention. Alors l'intérêt, je le comprends bien. Je me demandais s'il y avait des chiffres par rapport à ça. Effectivement, des choses qui sautent un peu aux yeux, par exemple. Non. Okay. Non. Après, je vais vous dire, c'est une
proposition que nous faisons depuis assez récemment. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui insèrent des engagements de prévention dans leurs relations contractuelles de maintenance. Ce serait bien, j'en serais très heureuse. Ça veut dire qu'elles sont motivées pour faire de la prévention. Merci. Je vous en prie. Parce que bon, on parle de maintenance et puis de législation, mais ça change énormément. Oui. Donc on est toujours, nous les entrepreneurs, au courant en dernière minute quasiment. Mmh. Donc est-ce qu'il y a un lien qui serait plus facile pour nous d'être au courant de tous ces changements puisque... Alors, à l'INRS, vous avez un bulletin d'information juridique qui paraît tous les mois, qui ne concerne pas spécialement la maintenance, qui concerne toutes les activités des salariés du régime général de la sécurité sociale, où vous avez une relecture des principaux textes, ce qui vous évite de lire les textes qui sont quelquefois quand même difficiles à lire, il faut l'avouer. Ils sont relus par nos juristes et simplifiés. Donc, vous pouvez accéder à ce bulletin d'information juridique. Je pense qu'il est sur le site de l'INRS. Merci. Je vous en prie. Karim, tu as peut-être une dernière question? Oui, si vous permettez, donc en complément de ce qui a été fait, donc il y a une démarche commune entre l'Association française des ingénieurs et responsables de maintenance, l'AFIM, et l'INRS sur le management visuel des points de condamnation, et ça s'appelle Securafim. Et donc, associé à ça, pour l'analyse des risques, il y a aussi un logiciel gratuit, je répète, gratuit, qui s'appelle Paris Maintenance, PARI, Programme d'analyse des risques lors des interventions de maintenance. Et une fois qu'on a fait ça, on peut le compléter avec, donc si vous permettez, comme c'est une démarche commune, je vais juste essayer de la retrouver parce que c'est quand même plus visuel. Et donc, voilà, on était justement au bon endroit. Donc la démarche, en fait, elle est programme d'analyse des risques. Hein, donc en fait, c'est une démarche commune. Et donc le Securafim, c'est ça. Alors ça marche comment? On a fait l'identification. Une fois qu'on a fait l'identification, si le technicien voit ici 2 sur 4, il sait qu'il doit trouver 4 ronds bleus. Et une fois qu'il a trouvé ces 4 ronds bleus, il sait qu'il agit en toute sécurité. Là, par exemple, il y avait une petite ambiguïté sur les 2. Est-ce qu'il faut condamner les 2 ou un seul suffit et lequel? Et bien là, lorsque le technicien arrive, il n'a pas à se poser de questions, il sait que c'est là. Donc c'est vraiment du management visuel des points de condamnation. Donc là, c'est des choses qui sont plus classiques, donc énergie pneumatique, mais pas que. Et aussi l'énergie résiduelle. C'est-à-dire s'il cherche ce rond bleu, il va trouver la chandelle. Donc il sait qu'il doit d'abord faire ça. Et le logiciel associé, c'est Paris Maintenance, donc qui a été développé entre l'INRS, la CARSAT et l'IUT Pasteur. Hein. Donc vous pouvez trouver ce programme et le télécharger soit sur le site de la FIM, soit sur pôle-maintenance.fr. Et il est gratuit, je le répète, parce que quand je l'avais présenté après Ventica, on m'avait dit non, au bout de 2, 3, ça se bloque. Non, ça ne se bloque pas. Il est vraiment gratuit. Hein. Donc, servez-vous, c'est fait pour. Hein. Donc, ça peut vous aider pour ce genre d'application et surtout au prix où il coûte. Il ne faut pas se priver. Ça tient sur une clé USB. C'est écrit en flash, donc ça ne touche pas à la base de registre. Il n'y a pas besoin d'être administrateur pour l'utiliser.